Le téléphone vibra à 6 heures du matin, un mardi ordinaire. Elena était encore allongée, les premiers rayons du soleil entrant par la fenêtre de la chambre. Elle attrapa son portable, s'attendant à voir un message de son mari, parti la veille pour Denver. Ce qu'elle lut à l'écran fit s'arrêter son cœur. « Je veux divorcer. J'ai déjà engagé des avocats. Ne cherche pas à me contacter. » Rien d'autre. 15 ans de mariage résumés en 2 lignes glaciales, envoyées par message comme on résilie un abonnement à un magazine. Elena relut encore et encore, comme si les mots pouvaient changer de sens. Ses mains tremblaient. Elle tenta d'appeler, mais le numéro était bloqué. Elle envoya un message. Non remis. Un email. Boîte pleine. Il avait effacé toute trace de communication entre eux en quelques heures. Elle se leva en titubant jusqu'à la salle de bain et vomit. Quand elle réussit à se regarder dans le miroir, elle vit une femme de 42 ans qu'elle ne reconnaissait pas. Les yeux gonflés, le visage pâle, l'air de quelqu'un qui vient d'être percuté de plein fouet. Comment en était-elle arrivée là? Elle avait rencontré Daniel à 25 ans, lors d'une conférence sur la technologie à Austin. Il était jeune, ambitieux, débordant d'idées brillantes sur les plateformes numériques et les investissements. Elena travaillait comme développeuse de logiciels, gagnait bien sa vie, avait des économies solides et rêvait d'ouvrir sa propre entreprise. Daniel semblait être le partenaire idéal. Intelligent, charismatique, attentionné. Les premières années furent intenses. Il la séduisit avec des dîners, des voyages, des promesses de bâtir ensemble un empire. Quand ils se marièrent, Elena avait 200 000 $ d'économies. Daniel suggéra qu'ils mettent tout en commun. « Nous formons une équipe, désormais, » dit-il en lui tenant les mains. « Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à nous. » Elle accepta. Après tout, c'était de l'amour. Au fil des années, les affaires de Daniel prospérèrent. Il ouvrit une société de conseil financier qui se développa rapidement. Elena continua à travailler, mais se consacra de plus en plus à le soutenir. Elle s'occupait de la maison, de leurs 2 enfants, de toute la logistique familiale. Leurs économies se multiplièrent sous sa gestion. 200 000 devinrent 2 millions, puis 20 millions, puis 50. Finalement, 200 millions de $. Daniel disait toujours qu'elle était associée à tout cela. Il lui montrait des rapports, parlait d'investissement, louait sa confiance. Elena signait les papiers qu'il lui présentait, sans poser de questions. Ils étaient mari et femme. Partenaires. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais depuis 2 ans, quelque chose avait changé. Daniel voyageait plus souvent. Rentrer tard devint une habitude. Il prenait ses appels dans d'autres pièces. Quand elle demandait, il s'énervait. « Tu ne comprends rien aux affaires, » disait-il. « Laisse-moi gérer ça. » Elena ravala sa méfiance. Peut-être du stress. Peut-être l'âge. Peut-être qu'elle était juste trop insécure. À présent, assise sur le sol de la salle de bain, le message de divorce brillant encore à l'écran, Elena comprit. Ce n'était pas de l'insécurité. C'était de l'intuition. Elle descendit au bureau de Daniel. La porte était verrouillée, mais elle savait où il gardait la clé de secours. À l'intérieur, tout semblait normal. Ordinateur éteint, papier bien rangé, photos de 2 sur l'étagère. Tout était une mise en scène parfaitement orchestrée. Elle alluma l'ordinateur. Il fallait un mot de passe. Elle essaya la date du mariage. Faux. L'anniversaire des enfants. Faux. Puis, dans un élan douloureux, elle tapa une date au hasard. Ça marcha. C'était un anniversaire, mais pas le sien. Ce qu'Elena découvrit dans les fichiers la fit se sentir tomber dans un gouffre sans fin. Des emails échangés avec une certaine Amber. Des photos de 2 dans des restaurants, des hôtels, en voyage. Des conversations explicites. Des projets d'avenir. Mais le pire n'était pas la trahison sentimentale. C'était le contenu des dossiers financiers. Daniel avait tout transféré. Les comptes conjoints vidés. Les investissements déplacés vers des sociétés écrans à l'étranger. Des propriétés vendues à son insu. Même la maison où il vivait était hypothéquée jusqu'au toit. Elena courut jusqu'à la chambre, prit d'anciens relevés bancaires dans un tiroir. Elle vérifia en ligne. Solde, 800 $. 200 millions envolés. Elle dut s'asseoir. La pièce tournait. Comment avait-il pu faire ça? Elle était titulaire des comptes. Elle signait les documents. Elle avait des droits. Puis elle vit, dans les fichiers de l'ordinateur, des copies scannées de sa signature. Des dizaines. Il avait falsifié des autorisations, contrefait des procurations, tissé une toile de mensonges légaux si complexe qu'il serait presque impossible de la défaire.
Elena entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Les enfants rentraient de chez leur grand-mère. Elle referma tout rapidement, se rinça le visage, descendit les escaliers en feignant la normalité. Elle ne pouvait pas s'effondrer devant eux. Pas encore. « Maman, où est papa ?» demanda Lucas, l'aîné, 13 ans. « En voyage d'affaires, mon chéri. » Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Elena resta assise dans la cuisine vide, une tasse de thé froid entre les mains. Par la fenêtre, elle voyait les lumières de la ville clignoter, indifférente à l'effondrement de sa vie. Elle pouvait déjà sentir le poids du jugement à venir. Les gens diraient qu'elle avait été naïve, qu'elle aurait dû faire attention, qu'elle avait trop fait confiance. Mais tandis qu'elle observait son reflet dans la vitre sombre, quelque chose d'autre naquit en elle. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la clarté. Daniel pensait avoir gagné. Il pensait qu'elle était faible, dépendante, facile à jeter. Il ne savait pas qui était vraiment Elena avant lui, avant qu'elle ne devienne seulement l'épouse. Elle ouvrit son ordinateur portable, créa une nouvelle adresse mail et commença à taper. Elle avait du travail à faire. Si cette histoire vous plaît et que vous voulez découvrir ce qui se passe quand on sous-estime la mauvaise personne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. La lettre de l'avocat de Daniel arriva 3 jours plus tard. Livrée par un messager qui à peine jeta un regard à Elena avant de lui demander une signature et de repartir. L'enveloppe était lourde, le papier à en-tête luxueux, tout calculé pour intimider. Elle l'ouvrit d'une main ferme, même si son cœur battait à tout rompre. Le contenu était brutal. Daniel demandait le divorce pour différends irréconciliables et joignait une proposition de partage des biens qui relevait de la plaisanterie cruelle. Il lui offrait 50 000 $ et la garde des enfants. Rien de plus. La maison, les investissements, les entreprises, tout était enregistré uniquement à son nom ou au nom d'entités juridiques dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Il y avait aussi une clause de confidentialité. Si Elena contestait ou parlait publiquement du divorce, elle perdrait même les 50 000 $. Elle avait 72 heures pour accepter, sinon les avocats déposeraient une plainte pour abandon du domicile conjugal et incapacité parentale. Elena relut le document, sentant la colère monter comme de la lave. Il ne se contentait pas de la dépouiller. Il détruisait toute possibilité de riposte. L'isolant, la transformant de victime en coupable avant même qu'elle puisse se défendre. Cet après-midi-là, elle dut aller au supermarché. Sa carte de crédit fut refusée. Elle en essaya une autre. Refusée. Toute bloquée. Elle dut laisser ses courses à la caisse et sortir, honteuse, sous les regards curieux. Sur le parking, elle reçut un appel de la banque. Son compte était bloqué pour activité suspecte. Elle devait se présenter en personne. À l'agence, elle découvrit que Daniel avait signalé un prétendu vol d'identité. Il affirmait qu'Elena avait effectué des transactions non autorisées. Le directeur, embarrassé, expliqua que tant que l'enquête interne ne serait pas terminée, aucun mouvement ne serait possible. Cela prendrait des semaines. « Mais ce compte est aussi le mien », protesta Elena en essayant de garder son calme. « Je suis titulaire depuis 15 ans. »« Je comprends, madame, mais nous devons suivre la procédure. Monsieur Daniel a présenté des documents. » Elle sortit de la banque avec 80 $ en espèces dans son portefeuille. C'était tout ce qu'elle possédait à ce moment-là. 200 millions envolés, et elle n'avait même pas de quoi faire le plein d'essence. Dans les jours suivants, l'étau se resserra. Des amis cessèrent de répondre à ses appels. Des connaissances détournèrent le regard dans la rue. Il fallut du temps à Elena pour comprendre, jusqu'à ce qu'une voisine, pas particulièrement proche, sonne à sa porte avec une tarte à la main. « Je sais que ce n'est pas mes affaires, » dit la femme, hésitante, « mais il circule une histoire à votre sujet et, le jardinier. On dit que Daniel l'a découvert et que c'est pour cela que... » Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quelle histoire! La voisine semblait sincèrement mal à l'aise. Qu'il y avait une liaison entre vous depuis des mois. Que vous dépensiez son argent en cadeau pour cet homme. Que Daniel a essayé de sauver votre mariage, mais que vous, enfin, ce ne sont que des rumeurs, bien sûr. Quand la femme partit, Elena ferma la porte et hurla jusqu'à en avoir la gorge en feu. Il ne se contentait pas de lui voler son argent. Il détruisait sa réputation. Il fabriquait un récit où il était la victime trompée et elle, l'épouse infidèle et dépensière. Calculée, méthodique, cruelle. Elle devait comprendre qui était vraiment l'homme avec qui elle avait vécu 15 ans. Elle rouvrit les fichiers de son ordinateur et commença à fouiller méthodiquement. Chaque dossier, chaque email, chaque transaction. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblèrent. Daniel n'était pas seulement infidèle. C'était un menteur professionnel.
Elle découvrit qu'il avait eu au moins 4 liaisons pendant leur mariage. Toujours avec des femmes plus jeunes, toujours avec les mêmes promesses d'avenir. La dernière, Amber, avait 27 ans et travaillait comme assistante dans l'une de ses entreprises. Mais ce qui retint l'attention d'Elena, ce fut une conversation en particulier. Amber demandait quand il divorcerait enfin. Daniel répondit « Je dois faire les choses correctement. Elle a encore beaucoup à son nom. Quelques signatures de plus et je transfère tout. Ensuite, je la jette sans frais. » Elena relut la phrase 3 fois. Il avait tout planifié. Chaque document qu'elle avait signé ces dernières années, chaque procuration, chaque autorisation faisait partie d'un plan pour tout lui prendre légalement. Ou presque légalement. En creusant davantage, elle découvrit quelque chose d'inattendu. Daniel ne se contentait pas de la voler. Il était impliqué dans des fraudes bien plus vastes. Des sociétés écrans servant à blanchir l'argent d'investisseurs. Des systèmes pyramidaux déguisés en fonds d'investissement. Des partenariats avec des figures douteuses. Il avait utilisé l'argent initial d'Elena pour construire un empire pourri de l'intérieur. Il y avait des noms, des dates, des montants. Des preuves de crimes allant bien au-delà du divorce. Elena sauvegarda tout sur 3 clés USB différentes, qu'elle cacha dans des endroits séparés. Elle ne savait pas encore comment s'en servir, mais elle savait que c'était du pouvoir. Le téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit. Elena. La voix était féminine, jeune, nerveuse. Qui est-ce? Vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Amber. Le silence qui suivit fut lourd. Elena pensa raccrocher, mais quelque chose dans la voix de la jeune femme la retint. Je sais que vous devez me haïr, poursuivit Amber. Je le mérite. Mais je dois vous parler. C'est à propos de Daniel. Il me fait la même chose. Elena s'assit lentement. Explique. Amber parla en larmes. Elle avait découvert que Daniel voyait une autre femme. Une héritière d'une riche famille de Boston. Il avait dit à Amber qu'elle n'était qu'une étape, qu'il avait besoin de cette relation pour conclure des affaires. Quand Amber menaça de tout révéler, Daniel la renvoya et la bloqua sur tous les réseaux. Elle avait peur. Il a enregistré nos conversations, dit Amber, la voix brisée. Des conversations intimes. Il m'a dit que si je parlais, il les diffuserait sur Internet. Ma famille ne doit pas savoir. Je serai détruite. Elena écouta en silence. Une partie d'elle voulait raccrocher, la laisser se débrouiller seule. Après tout, Amber avait participé à la destruction de son mariage. Mais une autre partie y vit une opportunité. Tu as des preuves? Demanda Elena d'une voix neutre. J'ai des emails, des messages, des photos, tout. Et tu accepterais de me les donner? Un silence. Pourquoi m'aiderais-tu? Je ne t'aide pas, répondit Elena d'un ton ferme. Je m'aide moi-même. Mais si nos preuves se complètent, nous pourrions toutes les deux avoir une chance. Elles fixèrent un rendez-vous pour le lendemain dans un café discret, de l'autre côté de la ville. Quand elle raccrocha, Elena regarda par la fenêtre. Dehors, la vie suivait son cours. Les voitures passaient, les gens marchaient, le monde tournait, indifférent. Mais en elle, quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer l'argent. Il s'agissait de révéler qui Daniel était vraiment. Elle prit l'une des clés USB, la glissa dans une enveloppe et écrivit une adresse. Quelqu'un devait voir cela avant qu'elle n'agisse. Quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années, mais qui serait peut-être la seule personne capable de comprendre la complexité juridique de ce que Daniel avait fait. Elle posta la lettre et rentra chez elle. Les enfants rentraient de l'école dans 1 heure. Elle devait préserver une apparence de normalité pour eux, du moins pour l'instant. Mais le soir, quand ils dormiraient, elle continuerait à bâtir son dossier contre l'homme qui avait tenté d'effacer son existence. Le café était petit et sombre, caché dans une rue latérale où personne qu'elle connaissait n'entrerait jamais. Elena arriva 15 minutes en avance et choisit une table au fond, dos au mur. De vieilles habitudes de l'époque où elle travaillait en sécurité des données. Toujours voir qui entre. Toujours avoir une sortie. Amber arriva ponctuelle. Plus jeune qu'Elena ne l'avait imaginé. Cheveux blonds attachés, yeux rouges d'avoir tant pleuré, vêtements chers mais froissés. Elle s'assit sans regarder Elena, posant une chemise sur la table comme on remet des preuves. « J'ai tout apporté », dit-elle simplement. Elena ouvrit la chemise. Des emails détaillant des rendez-vous, des transactions suspectes qu'il demandait à Amber de traiter, des photos compromettantes, des enregistrements audio de conversation où il avouait utiliser les femmes comme pièces d'un jeu plus vaste. Il y avait même des contrats falsifiés qu'il avait fait signer à Amber, pensant qu'elle ne comprendrait pas les implications juridiques. Il m'a fait transférer de l'argent vers des comptes offshore.
expliqua Amber d'une voix basse. Il disait que c'était la procédure normale. J'ai signé. Maintenant je vois que je l'aidais à blanchir de l'argent. Tu as gardé des copies. De tout. Il m'a sous-estimé. Il pensait que j'étais juste une jolie idiote. Elena la regarda avec un nouveau respect. Peut-être avait-elle plus en commun qu'elle ne l'imaginait. Toutes deux traitées comme jetables. Toutes deux sous-estimées. Toutes deux prêtes à riposter. Elles passèrent 2 heures à échanger des informations. Amber connaissait les rouages internes des sociétés. Elena avait accès aux fichiers personnels de Daniel. Ensemble, elles assemblèrent un puzzle effrayant. Daniel ne se contentait pas de détourner son argent. Il fraudait des dizaines d'investisseurs, utilisait des fonds pour combler les trous d'autres fonds, créant une structure qui finirait inévitablement par s'effondrer. Et quand elle s'effondrerait, il aurait déjà transféré tout le reste vers des paradis fiscaux. Il nous faut quelqu'un qui comprenne le droit financier, dit Elena. Quelqu'un qui puisse transformer ça en poursuite pénale, pas seulement en divorce. C'est alors qu'elle mentionna l'enveloppe qu'elle avait envoyée. Le destinataire était Thomas Chen, avocat spécialisé en crimes financiers et fraude d'entreprise. Lui et Elena avaient étudié ensemble à la fac, il y a 20 ans. Ils avaient perdu contact quand elle avait épousé Daniel, mais Elena savait que Thomas travaillait désormais pour le département fédéral des enquêtes financières. Tu as envoyé des preuves au fédéral par la poste. Amber ouvrit de grands yeux. J'ai envoyé un aperçu. Assez pour susciter son intérêt, pas assez pour compromettre l'affaire si on interceptait. 3 jours plus tard, Thomas appela. Sa voix était prudente, professionnelle, mais empreinte d'urgence. Elena. Il faut qu'on parle. En personne. Aujourd'hui. Ils se rencontrèrent dans un bureau discret du centre-ville. Thomas avait vieilli, des cheveux grisonnants aux tempes, mais ses yeux conservaient cette intensité analytique qu'Elena reconnaissait. Il posa la clé USB sur la table. C'est bien ce que je pense. Pire, répondit Elena. Thomas passa les 3 heures suivantes à examiner les dossiers. Son expression s'assombrit à chaque dossier ouvert. Finalement, il se renfonça dans sa chaise et laissa échapper un long soupir. Elena, ton mari n'est pas seulement un salaud. C'est un criminel de haut vol. Là, on parle de blanchiment d'argent, d'escroquerie envers les investisseurs, d'évasion fiscale au niveau fédéral. Plusieurs années de prison. Je peux utiliser ça dans le divorce. Tu peux t'en servir pour le démolir complètement. Mais il faut être stratégique. S'il suspecte que tu as ces preuves, il s'enfuit. Il bouge l'argent. Disparaît. Thomas expliqua le plan. D'abord, faire semblant d'accepter le divorce aux conditions humiliantes proposées par Daniel. Cela le pousserait à baisser sa garde. Pendant ce temps, il construirait en silence l'affaire pénale. Il réunirait plus de preuves, identifierait tous les comptes, retracerait chaque transfert. Quand il serait prêt, il déposerait tout simultanément devant le tribunal du divorce et auprès des autorités fédérales. Il va t'humilier publiquement, prévint Thomas. Il va se vanter de sa victoire. Tu dois tenir bon. Je tiendrai, dit Elena, et pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit vraiment aux commandes. Les semaines suivantes furent théâtrales. Elena engagea un avocat du divorce médiocre, volontairement. Quelqu'un que Daniel mépriserait. Lors des négociations, elle pleura, implora, accepta des miettes. Daniel assistait à tout par vidéoconférence depuis Denver, aux côtés de sa nouvelle compagne héritière, souriant triomphant. « Je savais que tu serais raisonnable, » dit-il, condescendant. « Tu as toujours su reconnaître quand tu avais perdu. » Elena ravala sa colère et signa les papiers préliminaires. 50 000 $. La garde des enfants. Rien d'autre. Daniel célébra cette nuit-là avec du champagne cher, posta des photos sur les réseaux sociaux, exhiba sa nouvelle vie. Pendant ce temps, Elena travaillait dans l'ombre. Amber continuait à fournir des informations internes. Thomas coordonnait avec des agents fédéraux. Ils découvrirent que Daniel prévoyait de transférer les derniers actifs vers les îles Caïmans dans 2 semaines, pendant un voyage d'affaires. Après cela, il serait presque impossible de récupérer l'argent. Il faut agir avant le transfert, dit Thomas lors d'une réunion nocturne. Nous avons des ordres de gel prêts, mais ils doivent être exécutés au bon moment. Si on rate le timing, on perd tout. Elena acquiesça. Ils découvrirent aussi quelque chose qui changeait la donne. Daniel préparait un grand dîner de gala pour célébrer une fusion d'entreprises fictives. Ce serait à l'hôtel le plus luxueux de la ville, avec investisseurs, presse, autorités. Il voulait les projecteurs. Il voulait la reconnaissance. Donnons-lui ce qu'il veut, dit Elena, un sourire froid aux lèvres. Thomas organisa tout dans les moindres détails.
Des agents fédéraux seraient positionnés discrètement. Les mandats prêts. Les comptes surveillés. Au moment précis où Daniel tenterait d'effectuer le dernier gros transfert, ils interviendraient. Elena passa les derniers jours avant le dîner en état d'alerte permanent. Elle revoyait chaque détail, chaque défaillance possible. La nuit, seule dans un lit trop grand, elle pensait à ce qui viendrait après. Même s'ils y parvenaient, même s'ils prouvaient tout, une partie d'elle ne serait jamais la même. Daniel lui avait volé plus que de l'argent. Il lui avait volé des années de confiance, d'innocence. Mais quand elle regardait ses enfants dormir, quand elle pensait à toutes les autres victimes que Daniel avait laissées sur son passage, Elena savait qu'elle ne pourrait pas renoncer. Pas seulement par vengeance, même si celle-ci existait, mais parce que certaines personnes doivent être arrêtées. La veille du gala, Amber envoya un message, il vient de confirmer le virement. Demain à 20h, pendant les discours. Il utilisera son téléphone pour autoriser à distance. Elena répondit, parfait. Elle s'habilla tôt le jour du dîner. Elle n'était évidemment pas invitée, mais Thomas avait obtenu une accréditation presse pour une journaliste amie qui la laisserait entrer. Elena choisit une robe noire simple, des chaussures confortables. Rien de voyant. Elle voulait voir le visage de Daniel quand son monde s'écroulerait. Avant de partir, elle serra ses enfants un peu plus fort. Ils lui demandèrent pourquoi elle était si sérieuse. Elle sourit et dit qu'elle était juste fatiguée. Bientôt, pensa-t-elle en silence, tout aurait un sens. La voiture se gara à 3 pâtés de maison de l'hôtel. Elena marcha lentement, sentant le poids du moment. Lumière, caméra, gens smoking et robe de soirée. Le monde de Daniel. Un monde bâti sur des mensonges et de l'argent volé. Elle entra par l'entrée latérale, la badge autour du cou. Personne ne la reconnut. Après tout, elle n'était que l'ex-épouse rejetée. Invisible. Insignifiante. Daniel était sur scène, micro à la main, large sourire. Il parlait de réussite, de vision, de construire des héritages. Le public applaudissait. Amber était à une table latérale, pâle, regardant Elena avec nervosité. Thomas envoya un message, agent en position. En attente de ton signal. Elena inspira profondément. Après tout, après les larmes, les humiliations, les jours à se demander comment elle paierait la prochaine facture, le moment était enfin arrivé. Elle tapa un mot, maintenant. La salle était pleine. 300 personnes en tenue de gala, des flûtes de champagne à la main, des conversations animées résonnant contre les murs recouverts de velours rouge. Daniel restait sur scène, gesticulant de manière théâtrale en parlant de la fusion historique qu'il s'apprêtait à annoncer. Les investisseurs le regardaient avec admiration. La nouvelle petite amie souriait fièrement au premier rang. Elena resta dans l'ombre près du mur latéral. Son cœur battait si fort qu'il semblait impossible que personne autour ne l'entende. Elle vit Thomas entrer discrètement par la porte opposée, suivi de 4 hommes en costume sombre qui se placèrent stratégiquement près des sorties. Daniel ne remarqua rien. Il était ivre de lui-même. « Et maintenant, » annonça-t-il d'une voix théâtrale, « j'aimerais célébrer non seulement les affaires, mais aussi un nouveau chapitre personnel. Beaucoup savent que j'ai récemment mis fin à un mariage qui ne fonctionnait plus depuis des années. » Des murmures parcoururent la salle. Elena sentit ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. « Mais aujourd'hui je commence quelque chose de vrai, » continua Daniel en tendant la main à sa petite amie. « Avec quelqu'un qui comprend l'ambition, qui valorise le succès. » La femme monta sur scène. Il l'embrassa tandis que des flashs crépitaient. La foule applaudissait. Certains investisseurs criaient des félicitations. C'était une performance parfaite d'un homme qui avait tout conquis. Elena regarda sa montre. 19h57. 3 minutes avant 20h. Daniel faisait toujours les gros transferts exactement à l'heure prévue. L'obsession de la ponctualité était une de ses manies. Thomas croisa son regard à travers la salle. Il hocha la tête discrètement. Daniel remercia les applaudissements et sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste. « Permettez-moi juste une seconde pour finaliser quelques détails contractuels de cette fusion. Le monde de l'entreprise n'attend pas, même lors des célébrations. » Il tapa quelque chose sur l'écran. Elena savait exactement ce que c'était. L'autorisation finale pour transférer 180 millions de dollars vers les îles Caïmans. Le coup final avant de disparaître avec tout. 20h pile. Thomas fit un signe. Les 4 hommes en costume commencèrent à se déplacer. Daniel fronça les sourcils en regardant son téléphone. Il tapa à nouveau. Puis encore une fois. Comme c'est étrange, la connexion. Un des agents monta les marches latérales de la scène. Daniel leva les yeux, confus. « Je peux vous aider ?» Daniel Harrison.
La voix de l'agent coupa le murmure de la salle comme une lame. Oui, mais je suis en pleine. Agent fédéral Williams. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, blanchiment d'argent et évasion fiscale. L'agent montra son badge tandis qu'un autre agent montait par l'autre côté. Le silence qui suivit fut assourdissant. 300 personnes paralysées, verre en l'air, bouche ouverte. Les caméras qui quelques secondes auparavant captaient le succès enregistraient maintenant la chute. C'est une erreur, rit nerveusement Daniel. Messieurs, je ne sais quelles informations vous avez reçues, mais... Aucune erreur, monsieur Harrison. L'agent avait déjà les menottes en main. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Daniel chercha des visages familiers, des alliés, quelqu'un pour intervenir. C'est alors que ses yeux rencontrèrent ceux d'Elena. Elle sortit de l'ombre. Avança lentement entre les tables jusqu'à être visible pour lui. La robe noire simple, aucun bijou, aucun effort pour impressionner. Juste elle, debout, regardant directement l'homme qui avait tenté de l'effacer de l'existence. Le visage de Daniel perdit toute couleur. « Toi, » murmura-t-il, le micro captant encore sa voix. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Rien, » répondit Elena, voix ferme et claire. « J'ai juste montré qui tu es vraiment. » Les menottes claquèrent sur ses poignets. La petite amie recula, horrifiée. Les investisseurs commencèrent à poser des questions en criant. Les journalistes se précipitèrent. La salle explosa dans le chaos. Un autre agent monta sur scène avec une boîte pleine de documents. Mandat de perquisition est saisi pour tous les actifs au nom de Daniel Harrison et des entreprises associées. Ordre de gel pour les comptes sur le territoire national et international. Thomas apparut à côté d'Elena. Il tenait un dossier qu'il remit à un des agents. Preuves supplémentaires. Transactions falsifiées, signatures contrefaites, schéma complet de pyramide impliquant des fonds d'investissement. Daniel était emmené hors de la scène, mais s'arrêta en passant devant Elena. Les agents permirent un bref instant. Il la fixa avec une haine pure. « Tu vas le regretter. J'ai des avocats qui vont. »« Tes avocats ont déjà été informés, » interrompit Thomas. « Certains sont même investigués comme complices. Ceux qui ne sont pas impliqués te laisseront probablement tomber quand ils verront l'étendue des preuves. » Elena fit un pas en avant. Elle se plaça à quelques centimètres du visage de Daniel. « Tu disais que je ne comprenais rien aux affaires. Que j'étais naïve. Que tu pouvais me jeter sans coup. » Il ne répondit pas, mâchoire serrée. « Tu avais tort, » continua-t-elle, voix basse mais létale. « Surtout. » Les agents l'empoignèrent. Daniel criait maintenant, toute contenance perdue, menaçant de procès, alléguant un complot, exigeant des avocats. La petite amie tenta de le suivre mais fut arrêtée. Elle regarda autour d'elle, perdue, réalisant qu'elle était seule dans un désastre qu'elle ne comprenait pas totalement. Amber apparut de l'autre côté de la salle. Elle marcha vers Elena tandis que les journalistes encerclaient, cherchant des déclarations. Thomas formait une barrière avec les agents. « On a réussi, » dit Amber, voix tremblante. « On a réussi, » confirma Elena. Dans les jours suivants, l'histoire explosa. Première page des journaux, journaux télévisés en prime time, réseaux sociaux en effervescence. Daniel Harrison, l'homme d'affaires modèle, était en réalité un criminel ayant trompé des centaines de personnes. Les autorités fédérales gelèrent 240 millions de dollars sur des comptes offshore. Elles découvrirent 30 millions supplémentaires cachés dans des biens enregistrés sous de faux noms. Le procès criminel révéla des détails dévastateurs. Des investisseurs ayant perdu leurs économies de toute une vie. Des employés dont les fonds de pension avaient été détournés. Des familles détruites. Daniel n'était pas seulement un voleur. Il était un prédateur systématique. Elena donna une seule conférence de presse. Assise aux côtés de Thomas, face aux caméras, elle raconta son histoire d'une voix ferme. Le mariage, la confiance trahie, le divorce cruel, la découverte des fraudes. Elle ne pleura pas. Elle ne demanda pas de pitié. Elle exposa simplement les faits. « Beaucoup diront que j'ai été naïve, » dit-elle à la fin. « Que j'aurais dû me méfier plus tôt. Peut-être ont-ils raison. Mais faire confiance à quelqu'un qu'on aime n'est pas une faiblesse. L'erreur était la sienne, pas la mienne. » La salle applaudit. Pour la première fois depuis des mois, Elena sentit qu'elle pouvait respirer. Le tribunal du divorce annula immédiatement l'accord préliminaire. Avec Daniel en prison en attendant son procès, les enquêtes patrimoniales avancèrent rapidement. Les expertises découvrirent les signatures falsifiées, les procurations contrefaites, toute la structure frauduleuse qu'il avait construite. Le juge détermina qu'Elena avait droit non seulement aux 200 millions initiaux,
mais aussi aux gains que Daniel avait obtenus en utilisant cet argent illégalement. Compensation pour dommages moraux. Garde totale des enfants. La maison rendue à son nom. Daniel tenta de négocier une coopération en échange de la révélation de noms d'autres complices. Les procureurs acceptèrent partiellement, mais malgré cela, il ferait au minimum 15 ans de prison. Elena n'assista pas au jugement final. Elle n'avait plus besoin de le voir. Elle n'avait plus besoin de la satisfaction de constater le verdict. Elle avait déjà ce qui importait, ses enfants, sa dignité, sa vie retrouvée. Le matin où le jugement fut rendu, elle était chez elle à faire des pancakes pour Lucas et Sophie. Simple, normal, réel. Le téléphone sonna avec des nouvelles, mais elle laissa aller vers la messagerie vocale. « Maman » appela Lucas, « tu es heureuse maintenant ?» Elena le regarda. 13 ans, des yeux trop préoccupés pour son âge, portant un poids qu'il ne devrait pas. Elena tint son spatule un instant avant de répondre. La question de Lucas résonnait dans la cuisine silencieuse. Heureuse. Un mot trop grand, trop complexe pour ce qu'elle ressentait. « Je suis en paix », dit-elle finalement en se tournant vers lui. Ce qui est différent d'être heureuse, mais parfois c'est suffisant. Sophie entra en courant, sac à dos sur les épaules. « Je peux prendre un sandwich en plus ?» Jenna oublie son goûter toutes les semaines. Bien sûr. Des scènes simples. Des matins ordinaires. C'était ce qu'Elena appréciait le plus maintenant. Après des mois à vivre en état d'alerte constant, planifiant chaque mouvement, portant des secrets lourds, elle pouvait enfin simplement exister. L'argent fut restitué progressivement. D'abord les 200 millions initiaux, puis les compensations, les revenus, les propriétés. Les autorités récupérèrent presque tout ce que Daniel avait volé, non seulement à elle, mais à des dizaines d'autres victimes. Les fonds de pension furent restaurés. Les investisseurs récupérèrent leurs économies. Cela n'effaçait pas le traumatisme, mais permettait de repartir à zéro. Elena créa un fonds fiduciaire pour ses enfants qu'ils ne pourraient accéder qu'à 25 ans. Elle ne voulait pas qu'ils grandissent gâtés ou dépendants de l'argent. Elle garda une part significative pour l'éducation, les urgences et l'avenir. Le reste fut donné à des organisations aidant les victimes de fraude financière et de violences domestiques économiques. La violence n'est pas que physique, dit-elle lors d'une conférence quelques mois plus tard. Quand quelqu'un vous isole financièrement, vous empêche d'avoir de l'autonomie, vous rend complètement dépendant, c'est aussi un abus. Il faut en parler. Le public, principalement féminin, écoutait en silence. Certaines pleuraient. D'autres prenaient frénétiquement des notes. À la fin, des files se formèrent pour remercier, partager leurs propres histoires, demander des conseils. Elena n'était pas devenue militante par choix. Cela s'était produit naturellement. Plus elle parlait, plus les gens s'identifiaient. Des femmes signant des documents sans lire parce qu'elles faisaient confiance à leur mari. Des hommes découvrant que leurs épouses détournaient des fonds. Des enfants voyant leurs parents détruire des familles par cupidité. Les histoires étaient différentes, mais la douleur universelle. Thomas continua à travailler sur l'affaire criminelle de Daniel. Le procès dura des semaines. Des témoins se succédèrent à la barre, chacun racontant comment il avait été trompé. Des expertises présentèrent des montagnes de documents falsifiés. Des enregistrements de conversations compromettantes furent diffusés devant la cour pleine. Daniel tenta de se défendre en affirmant qu'Elena savait tout et qu'elle était complice. Ses avocats présentèrent les documents qu'elle avait signés comme preuve. Mais les expertises graphologiques démontrèrent qu'au moins 60% des signatures étaient des contrefaçons. Pour les autres, Elena admit les avoir signés, mais sans réelle connaissance du contenu. Il me disait que c'était des documents de routine, témoigna-t-elle. Rapports annuels, renouvellement d'assurance, mise à jour administrative. Je faisais confiance. C'était mon mari depuis 15 ans. Le jury délibéra pendant 8 heures. À leur retour, le verdict fut unanime. Coupable de toutes les accusations. 17 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans. Elena n'était pas au tribunal lors de la lecture du verdict. Elle était chez elle, aidant Sophie à un projet scientifique sur les écosystèmes. La fillette construisait une maquette de forêt tropicale avec des matériaux recyclés, langue tirée de concentration. « Maman, les arbres doivent être comme ça ou comme ça. Comme ça, c'est parfait. Tu crois que papa viendra à la présentation à l'école ?» Le cœur d'Elena se serra. Les enfants posaient encore ces questions. Ils espéraient encore qu'il viendrait, qu'il s'excuserait, redeviendrait le père qu'ils connaissaient. Elle n'eut pas le courage de dire que ce père n'avait jamais vraiment existé. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais je serai là. Je te le promets. »« Tu le es toujours, »
dit Sophie et retourna à coller ses arbres en papier. Lucas était plus difficile. Adolescent, il comprenait plus, ressentait plus. Il se verrouillait dans sa chambre certaines nuits. Elena respectait son espace, mais laissait la porte entr'ouverte et le dîner prêt au cas où il aurait faim plus tard. Une nuit, il descendit à 2 heures du matin. Elena était éveillée, travaillant sur son ordinateur portable. Elle était de nouveau développeuse, avait accepté un projet freelance pour une start-up. Elle se sentait utile à nouveau. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Je réfléchis. Il a toujours été comme ça? Menteur, cruel? Elena ferma l'ordinateur portable. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a toujours été et je ne l'ai pas vu. Ou peut-être qu'il a changé petit à petit et aucun de nous ne l'a remarqué. L'important, c'est que ce n'est la faute de personne. Ni la tienne, ni la mienne, ni celle de Sophie. Les gens font des choix. Il a fait les siens. Tu l'aimes encore. J'aime le souvenir de ce que je pensais qu'il était. Mais non, je n'aime pas l'homme réel. Je crois que je n'ai jamais vraiment connu l'homme réel. Lucas resta silencieux un moment. Puis, tu es forte. Plus forte qu'il ne l'a jamais été. Elena serra son fils dans ses bras et laissa couler ses larmes. Pas de tristesse, mais de gratitude d'avoir ces deux êtres humains incroyables à ses côtés. Amber réapparut 6 mois après l'arrestation de Daniel. Elle avait déménagé à Seattle, commencé une thérapie, repris ses études. Elle envoya un email pour demander à se voir. Elles se rencontrèrent dans un parc. « Je voulais vraiment m'excuser », dit Amber, assise sur un banc sous des arbres en fleurs. « Pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour ne pas avoir vu avant qui il était. J'aurais dû le remarquer. » « Il était doué pour se cacher, » répondit Elena. « Il a trompé beaucoup de monde pendant longtemps, y compris lui-même. Tu vas réussir à faire confiance à quelqu'un à nouveau. » Elena réfléchit à la question. « Je ne sais pas. Peut-être. Mais j'ai appris que faire confiance ne signifie pas renoncer à soi-même. Je peux aimer quelqu'un sans perdre mon identité. Je peux partager ma vie sans céder tout le contrôle. C'est ça que j'avais perdu avant, pas seulement l'argent. J'avais perdu moi-même. » Elles parlèrent pendant des heures. Deux femmes passaient d'ennemies à alliées, essayant maintenant de devenir de meilleures versions d'elles-mêmes. Elles n'étaient pas exactement amies, mais il y avait un respect mutuel né d'une bataille partagée. La maison fut vendue. Elle était trop grande, pleine de mauvais souvenirs. Elena acheta un appartement spacieux, plus près du centre, avec un grand balcon donnant sur le parc. Les enfants choisirent eux-mêmes les couleurs de leur chambre. Sophie peignit la sienne en violet criard. Lucas en gris anthracite. Elena n'intervint pas. C'était leur choix. Elle retrouva de vieux amis. Présenta ses excuses à ceux qu'elle avait éloignés pendant le mariage. Certains revinrent, d'autres non. Ça faisait mal, mais elle accepta. Toutes les ponts cassés ne peuvent pas être reconstruits. Elle rencontra aussi de nouvelles personnes. Groupe de courses matinales. Cours de céramique. Bénévolat à la bibliothèque communautaire. Elle construisit sa propre vie, non définie par le mari, les enfants ou l'argent. Juste Elena, découvrant qui elle était à 43 ans. 1 an après l'arrestation de Daniel, elle était au parc avec les enfants lorsque le téléphone sonna. Numéro bloqué. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la poussa à décrocher. Elena. La voix de Daniel était lointaine, brisée. « Je sais que je n'ai pas le droit d'appeler, mais je dois parler aux enfants. S'il te plaît. » Elle regarda Lucas et Sophie jouer au frisbee. Sourire. Libre. Peu à peu guéri. « Non, » dit-elle simplement. « Quand ils auront 18 ans, ils pourront décider s'ils veulent te parler. D'ici là, je les protège de toute nouvelle douleur. » Elena, s'il te plaît. Elle raccrocha, bloqua le numéro, rangea le téléphone et retourna regarder les enfants jouer. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la protection. Choisir la santé mentale plutôt que l'obligation familiale. Enfin poser les limites qu'elle aurait dû mettre il y a des années. Cette nuit-là, préparant le dîner, dansant seule dans la cuisine sur de la musique ancienne, Elena comprit enfin. Gagner n'avait pas été récupérer l'argent. Ni voir Daniel en prison. C'était se retrouver. Survivre au pire et continuer à se réveiller en choisissant de vivre pleinement. Le divorce avait coûté 200 millions de dollars, 15 ans de vie et presque sa santé mentale. Mais il lui avait aussi appris qu'elle était plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Qu'elle pouvait tomber et se relever. Qu'elle pouvait faire confiance à la mauvaise personne et apprendre à faire confiance à nouveau. Mais mieux. Si vous avez aimé cette histoire de renouveau et de force, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes.